La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 3, Sciences. Chapitre 3. Nanotechnologie. Tout, dans notre environnement, pourrait être régi par de l'infiniment petit. Des nanoparticules seraient déjà en construction. L'invention du microscope à effet tunnel est à l'origine de cette fabuleuse technique. Il a la faculté d'inventorier tout dans notre environnement à l'échelle de la matière, c'est-à-dire de l'atome. Il parcourt la surface, atome par atome, et permet de les visualiser. Mais son aspect révolutionnaire tient dans le fait qu'il permet de modifier la structure d'un élément, par l'ajout d'un ou plusieurs atomes. Il est donc, désormais possible de réaliser des structures nouvelles, n'existant pas à l'état naturel. Les briques de base de la matière sont agencées à la demande. C'est un pouvoir sur la matière, celui de la manipuler. De nombreuses applications sont déjà réalisées. Le simple ajout de groupes d'atomes de dioxyde de titane déposés à la surface des plaques de verre leur apporte la faculté de devenir auto-nettoyantes. Une interaction entre l'ultraviolet et les atomes d'oxyde de titane charge en énergie les particules de verre. Cela crée un oxygène réactif qui pulvérise les particules de poussière, posées à leur surface. La pluie n'a plus qu'à faire le reste. Les nanotubes de carbone permettent la réalisation de matériaux entièrement créés. Il est plus léger et plus résistant que l'acier. Ces caractéristiques particulières n'ont pas encore été exploitées. La compréhension des lois physiques qui se déroulent, à l'échelle de la nanomatière, permet d'élaborer de nouvelles propriétés de la matière. Il y a la possibilité d'organiser sa croissance, par l'utilisation de ces nouvelles propriétés. Cependant, l'extrême miniaturisation peut aussi permettre d'aboutir à un accroissement des contrôles et de la surveillance, vers une atteinte aux libertés. Ces technologies futures, aux résultats prévisionnels exponentiels, sont assez angoissantes. Le graphème est à la base des prochains transistors devant équiper les prochaines générations d'ordinateurs. Toutefois, ils ne seront eux-mêmes qu'une transition vers une autre technologie de la nanoparticule. Le processeur atomique est déjà envisagé, grâce aux nouveaux interrupteurs atomiques. Ces interrupteurs seront 1000 fois plus petits et des centaines de milliers de fois plus rapides. Les jonctions, entre des éléments de ce nouveau cerveau artificiel, se réaliseraient à l'identique des synapses, qui échangent leurs informations entre les neurones de nos cerveaux. La particularité de cette adaptation serait la réalisation automatique et volontaire des interconnexions permettant une auto-configuration du système par lui-même. Il s'agit, tout simplement, d'une structure fractale, complexe et aléatoire, réalisant de cette façon, une configuration rationnelle et fonctionnelle. Cette organisation est basée sur l'apprentissage et le développement, au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances. Il n'y a plus à ce niveau des nanosciences, de différence entre l'inerte et le vivant. L'intelligence informatique serait capable d'emmagasiner des sommes exponentielles de connaissances et de développer un niveau d'intelligence supérieur. Dans quelle mesure cela permettra-t-il d'améliorer les conditions d'existence des humains et surtout celles de la condition humaine? Les conséquences potentielles sur l'humain ne sont pas encore envisageables. Les chercheurs n'ont pas le droit de jouer avec l'avenir des humains, sans les informer sur le futur qu'ils leur réservent. Même s'ils ne peuvent être tenus pour responsables des dérives envisageables. Il convient pourtant que chacun puisse décider de la place qu'il convient d'accorder à ces découvertes pour le futur de l'humanité. Il convient surtout de ne pas donner des moyens d'action incommensurables aux dangereux oligarques de cette planète. Pi 3,14116 est une formule utile pour les calculs de circonférence, bien connue des écoliers. Une autre formule, appelée nombre d'or, ou règle d'or, aurait des implications beaucoup plus élargies. Des rythmes biologiques conditionneraient toutes les formes de vie sur notre planète.
La planète elle-même serait tributaire des rythmes imposés par sa rotation autour de notre étoile incandescente. Des cycles influencent cette biologie, mais aussi la pensée et les émotions. Toute forme de vie apparaît également soumise à des règles mathématiques plus ou moins complexes. Les modes de croissance seraient également soumis à des nombres. Toutes les structures correspondraient à des régularités mathématiques. Les formules mathématiques et les nombres seraient donc en totale adéquation avec les expressions du vivant. Tout serait donc lié par des codes et des codages. Mais ces concordances établies par les chercheurs humains ne seraient-elles pas plutôt en adéquation avec leurs modalités de recherche? L'utilisation des nombres serait donc d'abord un outil de recherche. Cependant des modèles mathématiques nous apparaissent, sans qu'on ait d'explication à leur donner. La corrélation existant entre les nombres, les mathématiques et notre monde demeure encore mystérieuse. Y aurait-il un ordre ou une matrice qui régule tout? Tous les éléments qui régissent notre organisation sont établis à partir des nombres. Ils nous servent à structurer notre environnement par des modèles, des formes et des figures. Ce sont autant de repères, nous permettant de nous orienter à travers un univers qui nous apparaît n'être qu'un gigantesque chaos. C'est en fait la réalité de notre existence que nous expliquerions par des valeurs numériques. Les nombres nous seraient également utiles, entre autres choses, à structurer nos actions. Le nombre d'or est une construction logique à partir des chiffres qui s'additionnent les uns aux autres, à partir de leur obtention, 2 plus 3, 3 plus 5, 5 plus 8, etc. Telle est la construction logique de la structure de la coquille d'un escargot. Mais cette structure se retrouve aussi dans la construction de la fleur de tournesol, elle se retrouve également dans la construction de la structure de l'aile de la libellule. L'ordre, la structure, la symétrie sont des constantes observables. Ils ont aussi été observés dans notre architecture et dans nos arts. Il s'agit donc d'une fascinante relation entre les mathématiques et tout ce qui se construit dans l'univers physique. Le scénario apparaîtrait alors, comme volontairement constitué. Cette structure mathématique se retrouverait ainsi partout dans l'univers et partout, dans ce qu'il contient. Les spirales des galaxies sont formées selon le même schéma mathématique. Ce ratio parfaitement élaboré que nous nommons « nombre d'or » égal à 1,618 n'est cependant qu'une formule mathématique. Cette formule se retrouve aussi dans la double hélice de la molécule de l'ADN, qui est notre enregistrement de référence, c'est-à-dire le codage de la vie. Tout apparaît donc régi par ce ratio qui se montre comme un dessin intelligent. Une nanosymétrie de la matière aurait également été mise en évidence, grâce au nombre d'or, dans la matière solide, à l'échelle de la physique quantique et qui représenterait l'énergie fondamentale de l'univers. Les chaînes des atomes seraient constituées comme une corde musicale vibrante. La tension proviendrait de l'interaction entre les champs atomiques, les faisant résonner magnétiquement. Le ratio entre les fréquences serait aussi de 1,618. Cette démonstration supposerait une volonté d'organisation à partir d'un chaos apparent. Ce ratio pourrait donc, effectivement, servir de fondation mathématique à la construction de notre univers physique. Mais pas seulement, il se retrouverait dans toutes les constructions symétriques et esthétiques. Le système est simple en soi, sa croissance s'établit conformément à des proportions identiques et invariables. La spirale logarithmique est à la base de chaque construction et croissance des coquilles de mollusques, des cornes de certaines chèvres et antilopes. Il s'agit d'un rapport entre deux mesures. Il est à l'origine structurale des pyramides, des cathédrales, etc. Ce ratio parfait serait tout simplement la fondation architecturale de tout ce qui se trouve dans notre univers physique. Le temps. Comment comprendre la notion de temps? Il apparaît bien difficile de donner une définition au temps. Il existe bien des tentatives d'explication, philosophiques, religieuses, scientifiques, sans qu'aucune ne soit véritablement convaincante. Le temps, en tant que concept, ne nous semble pas définissable. Parler du temps, cela serait d'abord accepter un hypothétique concept que nous ne parvenons pas à définir. Parler du temps est tout simplement s'exposer à des non-sens.
Nous utilisons un langage qui est bien pauvre, pour parler d'un élément de notre existence, alors que nous n'en comprenons pas les éventuels fondements. Il devient alors très aléatoire de pouvoir le traiter dans de bonnes conditions. Des termes sont utilisés pour déterminer le passé et le futur, la succession, la simultanéité, le changement, le devenir, la vitesse, la mort, etc. L'étude du langage utilisé n'apporte pas de solution à l'hypothétique réalité de ce concept. Le langage qui est ambivalent et ambigu, même s'il nous apparaît éloquent, est toutefois impuissant à nous dire le temps. Il convient, en effet, de considérer que la structure du langage peut déterminer notre façon de penser le temps. Il s'agit, en réalité, d'établir un formatage, à partir de notre évaluation du temps qui passe. Or, est-il vrai que le temps passe? La définition du temps qui passe, c'est simplement que le futur devient présent avant de devenir le passé. Il s'agirait donc plutôt d'une succession d'événements. Il faut bien comprendre que le passé, lui, ne passe plus, et alors comment le temps passerait-il? Si, la fonction fondamentale du temps est de percevoir une succession d'événements du présent, le temps n'est alors qu'un simple passage de ce que nous désignons être de la réalité. Or, si la réalité ne cesse pas de passer, le temps qui l'a fait passer, lui, ne passe pas. Il apparaît donc que la seule chose qui ne passerait pas, dans notre univers physique, c'est justement le temps. En effet, le temps nous apparaît être toujours là, à renouveler le présent des instants, sans que cela ne puisse cesser. Notre définition du « temps qui passe » devient alors une aberration. Le temps ne passe donc pas, il fait simplement passer la réalité. Il convient ainsi de comprendre que notre langage qui établit des métaphores nous trompe, tout simplement, sur les réalités des événements que nous vivons. Comment le temps s'écoulerait-il alors? Il s'agit là aussi, d'un a priori établi par notre langage. Le temps peut-il avoir une vitesse d'écoulement, peut-il s'accélérer? C'est, en fait, une conception que nous donnons à une valeur qui n'a pas de concept. Le temps ne peut pas avoir de vitesse. Dire que le temps s'écoulerait à différentes vitesses apparaît totalement absurde. Dans quel élément de référence le temps pourrait-il s'écouler? Existerait-il un espace dans lequel il pourrait s'écouler? L'univers physique, lui-même, s'il est un élément qui s'écoule dans le temps, ne peut pas être l'élément de référence ni son espace, puisqu'il s'écoule. Puisque nous nous trouvons à un instant du temps, dans le temps, nous n'avons pas d'autre choix que de suivre le sens du futur. Cela nous confirme notre incapacité à voyager, dans le passé du temps. C'est là, un principe de causalité, de la flèche du temps. Qu'est-ce qui permettrait au temps d'avancer? Aucune découverte scientifique ne peut donner d'explication à ce postulat. Il s'agirait bien alors, d'un fait constaté, mais indémontrable. Un autre écart de langage nous fait confondre le passage du temps avec le passage des événements. Nous accordons, tout simplement au temps, des propriétés qui ne peuvent être attribuées qu'à une succession des événements. C'est là, une convention implicite de notre conception du temps. Le temps ne peut être à la fois cyclique et chaotique. Il ne faut pas confondre les phénomènes géologiques dans le temps, avec un présupposé temps géologique. De même, qu'il y ait une temporalité, dans les phénomènes chimiques, sans qu'il puisse y avoir un temps chimique. Il n'est pas possible d'inventer des temps correspondant aux divers phénomènes temporels. Il n'y aurait donc qu'un seul temps, en fonction duquel, des rapports de modalité, divers, peuvent être établis. La représentation mathématique du temps est, elle, conditionnée par un principe de causalité. Le principe de causalité précise que tout phénomène engendré est l'effet d'une cause qui l'a précédé. C'est là encore, une notion ambiguë, qui cherche à expliquer la réalité du temps. Le principe de causalité explique que, si quelque chose a eu lieu, il restera établi ainsi. Cela précise qu'il est impossible de modifier le passé et donc de remonter dans le temps. Les événements ayant eu lieu ne peuvent donc pas être modifiés. L'ambiguïté de cette notion de causalité vient du fait que la notion d'événement ou de phénomène n'est qu'une représentation. Qu'est-ce qui commence en premier, le temps, avant la causalité, ou l'inverse?
Il y aurait donc des événements, hors du temps, reliés par des réseaux de chaînes de causalité d'où un temps causal émergerait. Cela pose le problème d'une courbure du temps, inacceptable, puisqu'il n'est pas imaginable qu'il puisse repasser au même endroit, et il ne peut donc être que linéaire. Le temps apparaît comme chronologique. La courbure du temps ne serait applicable que si elle ne revient pas à son point de départ, mais le temps linéaire, lui, n'est qu'un symbole. Il convient de ne pas confondre l'irréversibilité du temps avec l'irréversibilité des phénomènes temporels. Le sens d'écoulement du temps, s'il est complètement arbitraire, quel qu'il puisse être, ne permet pas le retour. Le temps ne peut être réduit qu'à sa fonction principale. Il est ce qui reste quand on retire aux phénomènes temporels leurs propriétés particulières. Le temps aurait une autonomie vis-à-vis des phénomènes temporels. Le temps ne serait donc pas affecté par la simultanéité des événements qui se déroulent dans le temps. Les conceptions de l'univers quantique, par opposition aux conceptions de l'univers physique, procéderaient d'un autre formalisme, tenant compte des particularités attachées aux événements. L'esthétisme mathématique permet, par exemple, d'expliciter des symétries implicites pour la reconnaissance immédiate d'un événement. Les structures mathématiques doivent être les prolongements permettant de saisir des réalités, quelle que soit la situation de leur vision. La réalité d'une observation est tributaire de son invariabilité par rapport à ses zones d'observation. Cependant, la chronologie d'un même événement peut être inversée selon l'emplacement des observateurs. Il apparaît alors très nettement que le temps n'est qu'un élément subjectif de la réalité et qu'il est totalement dépourvu de notions objectives. Il convient d'en déduire qu'une équation mathématique, dont la démonstration suggère qu'elle n'est pas causale, doit être modifiée de telle sorte qu'elle puisse devenir causale. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir devenir vérité pour tous les observateurs, quel que soit leur mode d'observation. Il s'agit, bien sûr, d'un respect chronologique, tout en tenant compte de la durée, qui, elle, est relative à l'observateur. Cela nous amène à l'observation de la théorie quantique des champs. Parce que, si la causalité est ajoutée, en qualité de contrainte, à une équation mathématique, le résultat obtenu sera alors la prise en considération d'une énergie négative. Cela nous oblige aussi à considérer qu'une particule qui serait dotée d'une énergie négative aurait la faculté de remonter le cours du temps, puisqu'elle inverse ce cours du temps. Mathématiquement, en tout cas, c'est ainsi que cela se vérifie. Cette particule, en fait, se comporte en antiparticule. Une particule normale, ayant pour principe de suivre, elle, le cours du temps. Le positron serait bien l'antiparticule, définie par une équation mathématique, à laquelle on a inséré la notion de causalité. Cette implication tend à démontrer l'impossibilité de remonter dans le temps. Il ressort de cette démonstration que, si le temps n'a pas de définition, il a pourtant une constance. C'est le temps qui nous bloquerait en permanence, dans l'instant présent. Il nous est alors impossible de modifier notre position dans le temps, nous en sommes prisonniers, tout en continuant d'avancer. Il importerait donc de considérer que, si le temps est un paramètre statique, il deviendrait alors une pure illusion. Ou bien encore, un produit de notre subjectivité. Ou pour être plus précis, une fabrication de notre conscience. Cela signifie que, dans un espace-temps statique, c'est nous-mêmes qui créons l'illusion d'une existence du temps. Le cours du temps est tout simplement créé, par notre déplacement dans l'espace qui, lui, reste totalement statique. Ou alors, il nous faut considérer que c'est l'espace-temps, lui-même, qui crée le présent, à chaque instant. Le temps serait-il alors tributaire du mouvement ? Quelle peut être la perception du temps par l'animal, le végétal, le minéral ? Nous avons la nécessité de décomposer notre espace en mesures de temps, peut-être totalement subjectif. Notre cerveau est incapable de déterminer une mesure logique du temps dès qu'il est privé de ses repères, ou si ceux-ci sont mouvants. Les rythmes de la vie sont plus souvent dictés par des mécanismes biologiques que par une hypothétique notion de temps.
Par opposition, l'espace serait une notion de liberté, par rapport à notre enfermement par le temps. L'avenir existerait-il déjà dans le futur? Si oui, pourrions-nous nous y rendre, puisque nous ne pourrions pas nous rendre dans le passé? L'espace. L'espace et le temps sont-ils liés? Lorsque nous observons des objets dans l'univers, c'est, pour nous, le moment actuel où nous voyons leur aspect, à un moment, qui n'est plus. Nous sommes remontés, en arrière dans l'espace, mais aussi, dans le temps. Nous pouvons les observer, non pas dans l'aspect qu'ils auraient aujourd'hui, mais dans celui qu'ils avaient au moment où nous les observons. Ce moment est tributaire de la distance les séparant de nous. Plus nous observons au loin dans l'espace, et plus nous observons au loin dans le passé. C'est en fait, la luminosité, transmise par les objets, que nous voyons. Or, la lumière met beaucoup de temps à nous parvenir, parce que les distances qui nous séparent des objets célestes sont évidemment gigantesques, par rapport à notre échelle de référence. Les distances sont ainsi déterminées, en années-lumière, soit un temps, mis par la lumière, pour nous parvenir. La vision des éléments de l'univers ne nous est donc abordable qu'à partir du décalage de la distance et du temps. Nos observations dans l'espace lointain sont aussi, de ce fait, un voyage dans le temps. La vitesse de la lumière nous permet de calculer les distances entre les planètes, entre les galaxies, etc., mais aussi leur vitesse d'éloignement et la vitesse d'expansion de l'univers. Plus nous nous éloignons de la Terre, à l'intérieur de l'univers et plus nous remontons dans le temps. Cela nous permet aussi d'établir de nouvelles théories. C'est à partir de tous les calculs possibles qu'il a été déterminé que seulement 5% maximum de la matière de l'univers nous était détectable. Qu'il a également pu être déterminé que notre univers pourrait être constitué de 25% de matière noire et de 70% d'énergie noire. Ces mêmes calculs nous permettent de prévoir l'avenir de notre système solaire et aussi celui de notre galaxie. Nous pouvons donc déterminer quelle est la durée de vie de notre système solaire et quelle sera l'évolution de notre galaxie, dont on prévoit qu'elle devra percuter la galaxie d'Andromède, la plus proche de nous. L'univers a créé son espace et son temps à partir de son point initial de création. Notre univers, par ce fait, est à la fois fini et illimité, tout en accélérant son expansion. La particularité de la construction de l'univers réside dans la situation que, quiconque, se trouvant à n'importe quel endroit de l'univers, constatera qu'il réside en son centre. Que le point le plus éloigné de lui sera situé à 13,7 milliards d'années-lumière. Cette distance établissant le point central de la réalisation de l'univers. Cependant, il convient de remarquer que notre exploration ne peut se faire que sur 3 dimensions. L'univers étant à 4 dimensions, notre vision devient complètement faussée. Il est important de comprendre qu'un observateur, qui se trouverait à l'intérieur d'une galaxie, nouvellement formée, à l'échelle de l'univers évidemment, n'aura pas la même perception de durée d'expansion de l'univers, que nous. Harp. Des portions de la haute atmosphère pourraient être chauffées, le champ magnétique de la Terre pourrait être stimulé. Une série extrêmement complexe d'émissions d'ondes émises par un réseau d'antennes qui se conjuguerait avec les ondes ionosphériques de notre planète, aurait pour effet de créer une cavité de résonance. Des séries de pulsations émises depuis la surface de la Terre provoqueraient une très grande modification de l'énergie, naturellement développée par l'atmosphère. Elles pourraient provoquer, volontairement, des modifications atmosphériques sur des lieux géographiques ciblés. Une petite concentration d'influence ainsi ciblée aurait pour effet d'engendrer des distorsions gigantesques et désastreuses dans une partie de l'ionosphère visée. La magnétosphère est un bouclier naturel de notre planète qui nous protège des rayonnements nocifs du Soleil. Des perturbations, volontairement organisées, auraient des conséquences insoupçonnables, à partir des distorsions ainsi provoquées. L'énergie, envoyée dans l'ionosphère, crée des couloirs orientés qui concentreraient une énorme partie de l'énergie de l'ionosphère. Cette énergie se déversant, ensuite, sur un lieu très ciblé de notre planète. Cette énergie, ainsi concentrée, serait d'une puissance phénoménale.
Nikola Tesla, à l'origine de cette application, s'était rapidement rendu compte qu'elle serait aussi un danger pour la survie des espèces animales et végétales sur notre planète. Il se serait donc ensuite efforcé d'en supprimer la mise en œuvre, sans doute trop tard. Il avait aussi déterminé des notions sur la physique de l'univers et la création de la matière. Ses recherches étaient orientées sur les énergies libres, utilisables gratuitement et sans restriction. Il aurait laissé plusieurs centaines de brevets, en grande partie, récupérés par des hauts responsables américains dont certains de ces brevets seraient actuellement utilisés. D'autres seraient encore secrètement conservés. Ses compétences en sciences de la relativité et de la mécanique quantique étaient trop en avance pour son époque. Sa conception sur l'organisation de l'univers physique lui avait permis de comprendre qu'il y aurait, pour les humains, la possibilité prochaine de manipuler l'espace, le temps et la gravité. Il avait envisagé, avant les autres, une révolution technologique, selon sa compréhension de l'énergie universelle et qui, une fois maîtrisée, pourrait transporter l'humain aux confins de l'univers, faisant fi des théories jusqu'alors élaborées sur l'éloignement, supposé inaccessible, des autres mondes existentiels. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La